Clémentine Portier-Kaltenbach. Ah oui, c'est bien qu'on parle de femmes aujourd'hui, hein. Puis ça n'a pas toujours été facile d'être une femme à Rome, par exemple, à l'origine, hein. Tout père de famille a le droit de vie et de mort sur tous ceux qui vivent sous son toit. Ah oui. Femmes, Même ses enfants, enfants? hein. Ah oui? Ouais, bien sûr, et ses esclaves, alors bien sûr, hein. Et un mari a évidemment toujours toutes sortes de bonnes raisons pour sévir contre sa femme. Stérilité, adultère, avortement, abus de boisson. Et dans ces cas précis, il peut soit la répudier, soit la frapper, soit la tuer, hein. Alors, nous dit Caton, si ta femme a commis une action perverse ou honteuse, tu peux la punir. Si elle a bu du vin, si elle a commis quelques actes déshonorants avec un autre homme, tu la condamnes. Si tu surprends ta femme en flagrant délit d'adultère, tu la tueras, sans jugement et impunément. Mais enfin, si c'est toi qui commets l'adultère, elle n'osera pas te toucher du doigt. Voilà ce que nous dit le grand Caton. Et oui, Ah comme ouais. dit Mais la elle n'avait pas le chanson. droit de boire? Ben non, pas trop. C'est ce qui choque Et, le plus, non, Stéphane. parce que une bonne patricienne romaine doit observer la tempérance. Qu'est-ce Ouais. que vous voulez, hein? Alors, dur Un petit d'être une verre, femme ça dans la donne. Rome antique, pas évident. Mais il y a quand même donc quelques femmes issues de la grande aristocratie républicaine, puis impériale, qui auront des sorts plus doux. Et il en est même une, Livie, la première impératrice, épouse d'Auguste, qui va changer la donne, à la fois pour elle-même et pour ses congénères. C'est donc Livia Drusilla Augusta, née le 30 janvier 58 avant Jésus-Christ et morte en 29 après Jésus-Christ. Donc, je le disais tout à l'heure, elle est morte à 87 ans, ce qui pour l'époque c'est- devait être tout à Ah oui. fait C'était la femme exceptionnel, la hein. plus vieille du monde. Mais je pense C'était la Jeanne qu'Aliénor Calment. d'Aquitaine était certainement une femme très âgée dans un environnement bien Mm. plus jeune quand elle-même Non, est mais morte. surtout, ce qui est bien pour Livia, c'est qu'elle a vécu toute l'histoire de Jésus. Ah ben, C'est- oui, ça c'est quand même, comme fou. ça c'est chouette. Mais enfin, comme elle était à Rome, ça lui a fait une belle jambe. Bon, alors elle est de la troisième épouse d'Auguste, Livie. Il a un coup de foudre pour elle, alors que sa propre femme attend un enfant de lui et que Livie est enceinte d'un autre. Mais c'est pas grave, elle lui plaît. À l'époque, Donc, tout était possible, alors, j'ai pas de l'impression. problème. hein. Ah oui, puis surtout quand vous apprêtez à devenir empereur. Donc, il dit à son mari, écoute, tu t'effaces, celle-là, je la veux, tu me la cèdes. Alors, c'est un coup de foudre, mais c'est aussi un coup politique, parce que cette union avec les Livii permettait d'associer deux des plus grandes familles romaines, les Livii avec deux i, les Claudii avec deux i, et ça donne cette fameuse dynastie Julio-Claudienne, à laquelle vont appartenir les 5 premiers empereurs romains. Bon. Alors Livie, c'est vraiment la matrone idéale. Elle file la Elle ne boit laine. pas. Elle est vraiment dans la communication, hein. Elle tisse elle-même les tuniques de son mari et de son personnel. Elle est pieuse, elle est chaste, elle est pudique, elle est parfaite. Mais en coulisses, c'est une femme de tête, elle est la confidente d'Auguste et il ne fait rien sans la consulter. Chose absolument extraordinaire, imaginez ça, avant d'aller voir sa femme Livie, à chaque fois, il écrit toutes les questions qu'il veut lui poser, tous les sujets qu'ils veulent aborder, afin de n'oublier aucune des réponses et des conseils qu'elle lui donne. Oui, c'est pour ça que je vous disais que pour les affaires d'État, Livie, ça serait un genre de Madame de Maintenon à la romaine, mais pour les affaires d'alcôve, oui, un genre de Madame de Pompadour, Hmm. parce qu'elle va savoir fermer les yeux sur les incartades de son mari, donc il lui en sait gré, et c'est comme ça qu'elle continue à exercer son pouvoir dans l'ombre. Et cette constance, bien sûr, va porter ses fruits. En 35 avant Jésus-Christ, Auguste obtient du Sénat que soient élevées des statues à la gloire de son épouse. Et puis surtout, elle est émancipée juridiquement. C'est une chose exceptionnelle pour l'époque. Ça lui permet de gérer ses biens elle-même. Mais Et qui l'a décidé, ça? eh ben, c'est pas Auguste et elle. Vous vous souvenez, j'avais fait une chronique sur le célibat en disant comment Auguste a par tout moyen essayé de lutter contre le célibat et pousser les femmes à avoir des enfants. Et donc, et il a constamment Livie qui a son oreille. Et donc, le privilège dont jouit Livie va être élargi à toutes les patriciennes ayant eu au moins 3 enfants. Elles auront droit de gérer leurs bains. Et de plus, on lui confie un truc. Vous voyez, c'est un peu comme la carte increvable aux 1000 bornes. Ça s'appelle la Sacrosanctitas. Qu'est-ce que c'est que la Sacrosanctitas? C'est le caractère sacré et inviolable des tribuns de la plèbe. Livie l'obtient, ça interdit à quiconque de la frapper ou de l'insulter. C'est bien ça quand on est à Rome, vous voyez, quand on est une Romaine, et ben si on a la Sacrosanctitas, ça vous évite de vous faire taper et insulter. Bon, voilà, ça en dit long sur le statut des femmes. Alors, dans son testament, Auguste adopte Livie. Il lui lègue le tiers de ses biens
Et elle, elle le fait diviniser. Donc, elle, étant sa veuve et à la fois sa veuve et sa fille, elle devient Augusta. Et elle devient, en somme, la vestale du culte de son défunt mari. Donc, elle est responsable du culte d'Auguste. Et puis, désormais, eh ben, quand vous êtes vestale d'Auguste, vous avez le droit d'être assise au premier rang lors des spectacles et des jeux et de vous déplacer dans Rome en carrosse. Bon, ça, c'est un privilège, un signe. Et cette Livie, quand je dis qu'elle tirait les ficelles, c'est que depuis des années, ça fait à peu près 50 ans, elle fomente l'arrivée au pouvoir de son fils Tibère. Il y a évidemment, Auguste avait un certain nombre de descendants, des petits-enfants. Tout le monde disparaît Mmh. mystérieusement. Alors, on incrimine plus ou moins Livie, assassin, pas assassin. Bon. En tout cas, tous les descendants d'Auguste meurent et Tibère, le fils de Livie, devient donc empereur. Mais il a 56 ans. Il est un petit peu comme Édouard VII avec la reine Victoria. C'est-à-dire, c'est des hommes qui arrivent au pouvoir, Mmh. ou le prince Charles qui, lui, n'y arrivera probablement jamais, ou le grand dauphin qui meurt avant son propre père. Donc, à 56 ans, il aimerait bien quand même se débarrasser un peu de sa maman pour régner, mais elle n'entend pas du tout de cette oreille. Elle Mmh. continue à avoir une influence majeure sur le pouvoir romain, et puis notamment, elle fait ajouter par le Sénat au titre de son propre fils, par la grâce de Livie, sur les statuts d'Auguste, elle fait mettre son nom avant celui de son fils. Inutile de vous dire qu'il n'est pas Mmh. content du tout. Du coup, quand sa maman disparaît, il n'y va pas. Il lui refuse les honneurs de Rome, il lui refuse le titre de maire de la patrie, il n'était pas content du tout. En tout cas, tout ça pour dire quoi? Que vous voyez, Oui, Livie, voilà, c'est on ça. la connaît peu, on connaît bien Auguste, mais si l'histoire n'avait pas été écrite au masculin, eh bien, ce nom, Livie, brillerait en lettres d'or au panthéon des grands hommes de l'histoire de l'Empire romain.